Bienvenue dans l'œil au clébard, le premier podcast d'ophtalmologie vétérinaire. Je suis Bertrand Michaud, vétérinaire praticien exclusif en ophtalmologie près de Genève. Je vous propose de découvrir en un clin d'œil l'ophtalmologie vétérinaire les yeux fermés. Aujourd'hui, dans l'œil au clébard, je voulais vous parler de l'histoire de l'ophtalmologie. Alors pour opérer ce voyage dans le temps de cette discipline, ce n'est pas un, ni deux, mais bien 3 experts que j'ai invités pour échanger sur le sujet. Alors, je vous présente succinctement, mais pardonnez-moi si j'écourte un peu vos biographies, mais un seul épisode du podcast ne suffirait malheureusement pas à décrire tous vos parcours. Alors, j'ai le premier intervenant ce soir, c'est Gilles Chaudieu, l'une des figures majeures de l'ophtalmologie vétérinaire française. Il est diplômé de Toulouse en 72, titulaire du CES, puis de l'ECVO, puis ensuite du DESV d'ophtalmologie. Il a profondément contribué à structurer la discipline. Ancien président du Gémeaux et ancien secrétaire général de la VAC, il est aujourd'hui vice-président en charge des publications et rédacteur en chef de revues vétérinaires cliniques. Lui, son dada, ce sont les maladies oculaires héréditaires. Il est ancien coprésident du comité de l'ECVO, il siège également aux commissions scientifiques de la Société centrale canine et du Louf. Auteur prolifique, il compte 8 ouvrages, plus de 100 publications et 300 communications. Aujourd'hui, il est officiellement retraité, mon œil, mais toujours sur la route, conférences et projets sous le bras, fidèle à son rôle de passeur de savoir et de puits de connaissances dans sa discipline et surtout toujours dispo pour aider les plus jeunes confrères dont je fais partie. Alors Gilles, la première question que je vais te poser ce soir, c'est pourquoi est-ce que tu as choisi cette discipline qui est l'ophtalmologie ? Je l'ai choisie en grande partie par hasard, mais aussi parce qu'elle correspondait à mes façons de voir des choses. L'ophtalmologie, c'est une bonne école pour les cliniciens. C'est une école de rigueur. On y apprend à contrôler les choses, on y apprend à chercher, on ne va pas dire de l'infiniment petit, mais du petit. Et je crois que c'est très bien comme ça correspondait à mon état d'esprit. Pour parler de l'histoire de l'ophtalmologie vétérinaire, il faut aussi parler de l'histoire de l'ophtalmologie tout court. Et bien sûr, les vétérinaires n'ont pas tout inventé, ils sont bien sûr inspirés de l'ophtalmologie humaine. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Maxime Delbar. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Maxime, tu es notre deuxième intervenant, donc tu n'es pas vétérinaire, mais tu es ophtalmo pour les propriétaires de nos poilus. En fait, j'ai eu le plaisir en fait de participer à ton podcast, puisque en plus d'être chirurgien ophtalmologue, spécialiste de la chirurgie réfractive et de la chirurgie cataracte, tu animes, donc tu co-animes en fait un podcast qui s'appelle Ophthalmo, et donc j'ai pu faire même 2 épisodes avec vous pour parler un peu de l'ophtalmologie vétérinaire. Aujourd'hui, tu es désormais en fait praticien libéral à Montpellier, mais tu as passé 10 années à l'hôpital militaire Percy, donc près de Paris. Tu es membre du board de la Saphir et bien sûr, tu t'impliques activement dans l'évolution des techniques réfractives en France. Donc moi, c'est un réel plaisir de te voir participer ce soir et je vous encourage réellement à écouter ce podcast Ophthalmo qui, sans faire de prosélytisme, permet vraiment de rendre abordables certaines connaissances et c'est très utile en fait pour nous vétérinaires et même pour les patients, je pense. Alors toi, pareil, même question, qu'est-ce qui t'a orienté en fait vers la discipline ophtalmologique dans ta carrière ? À la fin du tronc commun de médecine, lorsqu'il a fallu choisir une spécialité, j'ai longtemps hésité entre différentes spécialités, mais toutes des spécialités médico-chirurgicales. Donc j'ai hésité entre l'ORL et l'ophtalmologie, et finalement cette microchirurgie m'a beaucoup plu. C'est un travail de précision, la chirurgie ophtalmologique. Il y a différents versants entre le segmentaire, le segment postérieur qui étaient différents et variés. Puis j'ai fini par m'orienter vers le segment antérieur et notamment la chirurgie réfractive. Voilà, puis histoire de rencontres également, hein, au cours de son parcours qui vous oriente vers cette spécialité. Et le dernier, donc last but not least, donc Jean-Pierre Gégou. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Alors toi, tu es aussi vétérinaire, ophtalmologue comme Gilles. Tu es pionnier, formateur, président à peu près de tout, en fait, une institution nationale, on pourrait te décrire comme ça. Donc diplômé d'Alfort en 71. Donc tu es le plus jeune d'entre nous ce soir. Tu vas enchaîner donc Sciences Po, une thèse sur les maladies oculaires du chien, puis une avalanche de diplômes qui ferait pâlir un doyen de fac. Donc tu as exploré la ruralité, soigné des chiens, des chevaux de l'armée et surtout compris très tôt que l'ophtalmologie vétérinaire méritait sa propre scène. Résultat, tu as été le premier à créer une clinique d'ophtalmologie vétérinaire en France, à Paris, dans le 15e. Donc tu es en quelque sorte un visionnaire, c'est le cas de le dire. Diplômé du Collège européen en 1994, président du Gémeaux dans les années 90, tu es président du syndicat SPEVET, puis président de l'Académie vétérinaire de France. Bref, de quoi t'occuper pendant tes longues journées.
Addict à la transmission, tu as enseigné donc à des générations d'étudiants, que ce soit à Alfort, à Toulouse, un peu façon Jedi vétérinaire avec la phacoemulsification comme sabre laser. Et tu as publié donc des articles que certains n'ont pas eu le temps de lire encore, mais des grandes quantités d'articles, préfacé des ouvrages de référence, dirigé des commissions et piloté des groupes de travail sur l'éthique animale. Bref, s'il y a un domaine où tu n'es pas encore impliqué, c'est probablement par manque d'heures dans une journée. Aujourd'hui, tu continues d'enseigner, d'écrire, de conseiller et de faire rayonner l'ophtalmologie vétérinaire à la française. Alors vraiment, je tenais à te remercier pour être présent ce soir. Et même question pour les autres intervenants. Qu'est-ce qui, toi, t'a poussé particulièrement, une fois que tu as fait de la rurale, des choses comme ça, à pousser cette discipline de l'ophtalmologie? Ouais, je pourrais dire que j'ai été sensibilisé à l'ophtalmologie lorsque j'étais jeune pour des petits problèmes adolescents concernant l'ophtalmologie. Mais je me suis orienté vers la médecine rurale. Et en fait, en matière d'exercice professionnel, je suis allé de plus en plus vers la spécialisation, passant de la médecine rurale à la médecine des animaux de compagnie, puis ensuite des animaux de compagnie, à une spécialité parce que j'avais le désir de maîtriser mon activité professionnelle. C'était c'est à côté un challenge, d'une part l'exercice médical, mais surtout l'exercice professionnel, à un moment où s'installait la microchirurgie oculaire. Et puis j'ai conçu que j'avais à choisir entre le golf et la microchirurgie. J'ai choisi la microchirurgie. Bon, eh bien écoutez, je pense qu'on est parés. Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures. On est parti pour un grand voyage temporel dans l'histoire de l'ophtalmologie. Tout d'abord, Maxime, comment toi tu définirais les toutes premières pratiques en ophtalmologie humaine qui ont été présentes et à quelle période ça a pu s'organiser? Alors, l'ophtalmologie est probablement l'une des plus anciennes spécialités de maladies de l'œil, sont décrites dans des papyrus avec déjà des collyres et des traitements chirurgicaux certes rudimentaires. Au Moyen Âge, la chirurgie, elle a été séparée de la médecine. Les actes manuels, donc ceux de l'œil, sont pratiqués par des barbiers chirurgiens, notamment par l'abaissement du cristallin. Il faut attendre la Renaissance, l'anatomie progresse et l'ophtalmologie se détache progressivement de la chirurgie de la face. Au 18e et 19e siècle, ça devient une spécialité à part entière avec l'invention d'instruments optiques, l'ophtalmoscope. Probablement que l'ophtalmoscope, donc inventé par Helmholtz en 1851, était un tournant décisif car cet instrument a permis pour la première fois d'observer directement le fond de l'œil, alors qu'auparavant, ceux des dissections post-mortem étaient possibles. Elle a ainsi rendu possible la compréhension de la physiopathologie, de différentes maladies oculaires, les plus fréquentes à l'époque, étaient des rétinopathies inflammatoires et infectieuses liées à la syphilis, à la tuberculose, mais ouais, ça a également permis de mettre en évidence les décollements de rétine et d'analyser le nerf optique. Le XXe siècle, eh bien, c'est l'ère de la microchirurgie, des implants et du laser, et ça ouvre la voie à l'ophtalmologie moderne, l'ophtalmologie que l'on connaît aujourd'hui. Je suis venu dans une machine à voyager dans le temps que j'ai inventée, et demain, je vais être obligé de retourner en l'an 1985. Et Gilles et Jean-Pierre, à partir de quel moment finalement l'ophtalmologie a percé dans la discipline vétérinaire? C'est difficile à dire. On a des précurseurs, bien sûr, mais ce qui a été le moteur de l'ophtalmologie vétérinaire, je pense que c'est l'ophtalmologie du cheval, parce que le cheval était un animal très important économiquement. Les études vétérinaires, d'ailleurs, étaient centrées, l'anatomie en particulier, autour du cheval. Et on étudiait le reste par comparaison. Et on étudiait donc les maladies des yeux du cheval avec deux buts principaux. Le premier, c'était de comprendre ce qui pouvait être cause d'opacification des milieux et de perte de la vision. Et le deuxième, c'est ce qui pouvait être cause de souffrance et de désagréments pour ces animaux qui travaillaient, et notamment des blépharites parasitaires qui étaient très très étudiées à l'époque. Et l'ophtalmologie se résumait à peu près à ça. N'oublions pas quand, pendant la guerre de 14, il y a eu, si j'ose dire, 1,8 million, près de 2 millions de chevaux qui ont été enrôlés dans l'armée. Hein, et plus d'1 million sont morts. Ils ont payé un très très lourd tribut parce qu'ils étaient victimes des progrès de l'artillerie. Donc je pense que ça a été effectivement l'ophtalmologie du cheval qui a, puisqu'on faisait référence à la fin du 19e, qui a été
qui a été le moteur du développement de l'ophtalmologie vétérinaire. Parce qu'aussi ces animaux, en fait, comme les animaux de rente, ils s'imposaient un peu aussi pour des raisons économiques. Et aujourd'hui, le paysage a complètement changé puisque bon, alors l'ophtalmologie équine est toujours, je dirais, pratiquée, mais nous, on soigne plutôt des chiens et des chats dans nos cabinets. Les spécialistes, par vocation, soignent les yeux de tous les animaux. Et toute ma carrière, moi, j'ai soigné quelques chevaux également. Bon, je ne voyais pas beaucoup de chevaux, je n'étais pas spécialiste d'ophtalmologie du cheval, mais j'en voyais 4 ou 5 par mois très régulièrement. Et aujourd'hui, finalement, la discipline, elle va désormais même s'ultra spécialiser puisqu'il y a des vétérinaires qui font de l'ophtalmologie, qui font essentiellement, du cheval. Maxime, en ophtalmologie humaine, c'est la même chose. Vous avez interviewé récemment, en fait, une ophtalmologue pédiatre, dans votre podcast. Est-ce qu'il y a vraiment des branches comme ça aussi qui se sont ultra spécialisées avec le temps? Aujourd'hui, il y a un nombre de sous-spécialités en ophtalmologie, qui est, je dirais, très important. Je peux citer, donc l'ophtalmopédiatrie, la, chirurgie du segment antérieur avec, les chirurgiens qui vont, gérer, la cornée et puis la cataracte, mais la cataracte, c'est un peu pratiqué par tout le monde. Le segment postérieur, la chirurgie de l'orbite et des paupières et il y a aussi également des spécialistes du glaucome, des neuro-ophtalmologues. Donc vous voyez, il y a un nombre de sous-spécialités, qui a évolué avec, l'augmentation, enfin l'amélioration des pratiques, et des systèmes, de visualisation et d'imagerie, en fait. C'est vraiment comme ça que c'est en train de se diviser et c'est vrai qu'on a un petit organe, mais, il y a beaucoup de sous-spécialités, oui. Alors qu'en vétérinaire, on reste quand même plutôt sur une discipline assez polyvalente, on va dire, puisque le vétérinaire ophtalmologue est à la fois imageur, chirurgien, médecin, généticien. Gilles, tu diras pas le contraire? Ah, on dira pas le contraire, non, pour pratiquer l'ophtalmologie, il faut avoir conscience qu'on fait appel à beaucoup de disciplines et en particulier à la médecine interne quand on commence et la génétique en fait partie. Il a un hoverboard! Alors on a vu donc dans le développement, il y a eu essentiellement donc un appareillage spécifique qui a permis donc dans l'évolution, dans les techniques de progresser. Mais il y a aussi des hommes en ophtalmologie. Ouais, en France et à l'international, en fait, c'est pas tout à fait récent, puisque on peut dire que depuis le 19e siècle, on a quand même deux personnalités importantes vétérinaires qui ont développé l'ophtalmologie, qui ont même été reconnues sur le plan international. Le premier, c'est Urbain Leblanc, hein, qui était un vétérinaire diplômé d'Alfort, qui s'est installé en rural à Troyes, et qui finalement s'est revenu sur Paris à développer l'ophtalmologie du cheval, et il a été le premier vétérinaire finalement à écrire un traité des maladies des yeux en 1824 et qui a été traduit en allemand en 1825. Ce vétérinaire avait une spécialité particulière aussi, c'était la capacité à créer des associations et je ne peux pas ne pas le mentionner puisqu'il avait créé la Société de médecine vétérinaire et comparée à Paris, qui a fusionné avec la Société du département de la Seine et qui a donné la Société centrale de médecine vétérinaire qui a finalement, en 1928, est devenue l'Académie vétérinaire de France. Le deuxième nom qu'il faut absolument connaître dans l'histoire de l'ophtalmologie vétérinaire au 19e, c'est Eugène Nicolas, qui est un vétérinaire militaire qui s'est beaucoup intéressé à l'ophtalmologie équine, qui a écrit un livre qui est l'ophtalmologie vétérinaire et comparée. Et on retrouve dans son premier livre, qui est paru en 1908, des plages extrêmement intéressantes. On parlait de l'ophtalmoscopie tout à l'heure, et on voit bien que les pages les mieux illustrées, de couleur, étaient précisément des dessins rapportés à partir de ces examens ophtalmoscopiques de fond d'œil des différentes espèces domestiques et d'affections oculaires du fond d'œil chez le cheval. Il y a même eu une deuxième édition en 1928. Il y a une troisième personnalité dont j'aimerais parler, qui est moins connue, qui est André Rochon du Vignot, qui est en fait un médecin ophtalmologue. Alors si on va sur Internet, sur Wikipédia, on voit qu'il est à la fois ophtalmologue, biologiste, naturaliste et vétérinaire. Alors je n'ai pas pu vérifier si vraiment il avait une capacité à s'intéresser aux animaux et qu'on le qualifiait de vétérinaire, ou s'il était vraiment diplômé vétérinaire, peu importe. Il a publié et fait des travaux essentiels de recherche sur l'œil et la vision des vertébrés.
Un premier livre paru en 1933, un second paru et beaucoup plus conséquent en 1943, et qui avait comme caractéristique essentielle de faire des études anatomiques et histologiques des yeux des différentes espèces, domestiques et sauvages, et surtout étudier et évaluer sous l'angle de la physiologie et du rapport entre l'anatomie et la vision. Donc c'est quelqu'un qu'il faut absolument connaître. Et puis, il y a eu une période assez longue pendant laquelle il n'y a pas de nom qui soit sorti spécialement parmi les vétérinaires. Et on arrive à la période des années 70, je dirais, avec deux vétérinaires qui ont dominé un peu l'ophtalmologie sur le plan de la réputation, à savoir le professeur Lescure à l'école vétérinaire de Toulouse et le professeur Claire à l'école vétérinaire d'Alfort. Quel parallèle peut-on tracer en fait entre ces pionniers-là en médecine vétérinaire et ceux en médecine humaine, Maxime? Alors oui, en France, il y a quelques grands noms, notamment, Jacques Daviel, qui était chirurgien et oculiste, du roi Louis XV et qui est l'auteur de la méthode d'extraction du cristallin, dans l'opération de la cataracte. Puisque, jusqu'alors, le cristallin, il était, abaissé, comme ce qui se pratique encore parfois, dans certaines régions, d'Afrique. Il était abaissé dans le segment postérieur, par une aiguille et c'est lui qui a réalisé en 1747 la première extraction de la cataracte par incision cornéenne. Voilà donc cette idée de retirer le cristallin plutôt que de l'abaisser. Après on peut retenir, Henri Parinaud, donc lui qui est né en 1844, ophtalmologue et neurologue français et il est un peu considéré aujourd'hui comme le fondateur de l'ophtalmologie, française. Il a laissé, son nom à un syndrome, le syndrome de Parinot, qui est un trouble neurologique. Il a également, laissé, son nom au syndrome oculo-glandulaire de Parinot qui est, ça va vous intéresser puisque c'est une infection qui associe une conjonctivite et une adénopathie préauriculaire et qui est, souvent due à Bartonella enselae, donc la maladie des griffes du chat. Voilà. Et alors il a laissé également son nom à l'échelle de Parinot qui est utilisée au quotidien par les ophtalmologistes pour, mesurer l'acuité visuelle de près, donc un grand nom de l'ophtalmologie, française. Il y a également, Émile Javal, qui est, lui, considéré comme le père de l'orthopsie, qui était ingénieur, et médecin ophtalmologue, puis qui a même été, homme politique. Donc Émile Javal, c'est celui qui a, inventé, l'ophtalmomètre et qui a pendant très longtemps été utile pour mesurer, l'astigmatisme, cornéen. Voilà, il faut savoir, il est mort, aveugle puisqu'il était atteint d'un glaucome. Alors, plus récemment, un petit peu plus récemment, on peut également retenir, Louis Paufic, donc qui est probablement à l'origine de l'école lyonnaise de l'ophtalmologie, qui a beaucoup, travaillé sur, la cornée, l'implantation des cristallins artificiels, et qui a fondé le service, il me semble, de l'hôpital Édouard Herriot à Lyon. Donc voilà des grands noms de l'ophtalmologie, française. Plus récemment, je retiendrai le de professeur Yves Pouliquen qui est décédé en 2020, qui était une grande, figure de la chirurgie, cornéenne et de la greffe de cornée, en France et à l'international, qui était membre de l'Académie française également. Donc voilà un autre grand nom à retenir, mais plus récent cette fois-ci et aujourd'hui il y a encore de grands, ophtalmologistes pionniers dans de nombreuses, régions de France et dans de nombreuses grandes écoles, à Paris, à Lyon, à Nantes et bien ailleurs en France. Voilà en quelques instants les grands noms de l'ophtalmologie, française. Et donc finalement, la pierre angulaire de l'évolution de l'ophtalmologie, Maxime, tu nous parlais de chirurgie de la cataracte, c'est l'introduction de la phacoemulsification dans les techniques chirurgicales avec des dispositifs qui ont permis d'opérer la cataracte d'une autre manière que par des extractions avec des grandes incisions. À quand remontent justement les premières pratiques de phacoemulsification et comment ça se déroulait à l'époque? Oui, on doit ça à Charles Kellman, hein, c'est dans les années, 1970, qui a, imaginé l'idée de fragmenter, le cristallin et cette idée lui est venue chez son dentiste. Les vibrations de la sonde, pour ce traitement de ses caries, lui ont donné l'idée de fragmenter le cristallin, et de l'aspirer et donc ça a permis de réduire grandement, l'incision, cornéenne
C'est la progression et l'amélioration des machines a évolué. Il y a une amélioration des sondes et des fluidiques, hein, de la gestion des fluides, de la taille, des sondes qui étaient utilisées, ce qui a permis aujourd'hui de réduire considérablement, les incisions. L'utilisation des viscoélastiques également, dans les années, 80 a permis de stabiliser, la chambre antérieure et d'être plus sécuritaire, on va dire, sur, la cornée et les autres structures, oculaires. Et la dernière grande évolution, de la phaco, c'est, l'utilisation d'implants pliables, hein. Les implants pliables, ça c'est les années 90. On n'est plus obligé d'insérer en entier l'implant, il se plie maintenant et peut permettre de réduire les incisions autour de 2 millimètres, aujourd'hui. Donc voilà les évolutions, mais finalement depuis 1970, il y a on a amélioré la technique sans la révolutionner en fait. La révolution elle date vraiment de 1970 et depuis, il n'y a pas de grande révolution, je trouve, concernant la chirurgie de la cataracte. Il y a bien eu, il y a une dizaine d'années, des tentatives d'utilisation du femtolaser pour, réaliser une partie de la chirurgie de la cataracte. Il y a des études qui ont montré que ça n'apportait pas, on va dire grand-chose au niveau clinique pour le patient, que c'était lourd en investissement parce que c'est des machines qui coûtent extrêmement cher. Ça augmentait le temps opératoire. Donc pour le moment, la chirurgie de la cataracte réalisée à la main, ce que pensent, beaucoup de nos patients pensent que c'est réalisé au laser, hein, alors que c'est bien des ultrasons, et c'est pas encore au laser. Peut-être que ça changera à l'avenir avec, des nouvelles machines laser plus performantes, mais vous voyez que depuis, 1970, bah, finalement, des améliorations, mais pas de révolution, c'est voilà, je sais pas ce que vous en pensez vous qui réalisez de la phaco également, hein? On peut en dire un mot là sur l'histoire de l'ophtalmologie vétérinaire et la phacoemulsification. Ça a été une étape importante du développement de la spécialité ophtalmologique en médecine vétérinaire et ça a été introduit au début des années 80 par Jacques Guédon en France, qui travaillait avec un ophtalmologiste humain qui était Philippe Crozafond, qui est un des premiers ophtalmos à avoir introduit la phacoemulsification dans le traitement de la résolution de la cataracte en médecine humaine. Ça s'est développé dans ces années-là. Il y a un enseignement auquel 3 vétérinaires ont participé dans la clinique de Charlie Kellman à New York, dans l'Empire State Building. Et ensuite, c'est une technique opératoire qui a eu quelques contradicteurs au début, puisque on lui reprochait éventuellement d'avoir quelques effets défavorables sur l'endothélium cornéen, de favoriser les œdèmes, d'avoir quelques complications. Mais finalement, même les plus réfractaires au début, qui possédaient bien la technique extracapsulaire et qui voyaient arriver cette technique avec quelques soucis, pensant que quiconque pouvait se mettre à la chirurgie de la cataracte, se sont bien rendus compte que c'était une chirurgie qu'il fallait quand même appréhender avec beaucoup de précautions, qui nécessitait un apprentissage et surtout aussi un investissement financier assez important pour des vétérinaires. Mais la phacoemulsification a complètement révolutionné chez le chien la chirurgie dans la mesure où c'était beaucoup moins traumatisant que les chirurgies classiques extracapsulaires manuelles. Les résultats ont été assez brillants. Bon, il y a eu aussi le fait de pouvoir disposer assez rapidement, malgré tout, si ça a pris, même si ça a pris une dizaine d'années, d'implants d'abord en polyméthylène bétacrylate, mais surtout en acrylique qui étaient pliables. Et en matière de phacoemulsification, vous parliez du laser, et je citerai quand même un nom de vétérinaire qui est Fabrice Romano, qui a été à l'origine du développement récent d'un dernier appareil en matière de chirurgie au laser, de chirurgie de la cataracte, avec le laser femtoseconde, qui permet maintenant, grâce sans doute à l'intelligence artificielle, d'avoir une chirurgie parfaitement maîtrisée, mais comme vous disiez, parce que pendant un temps, travailler au laser, ça nécessitait quand même une portion de travail avec un peu d'ultrasons, alors que là, ils ont réussi à mettre au point une technique, je dirais 100% laser. Et outre ces techniques en fait de chirurgie cataracte, quelles ont été les techniques venues de l'humain qui ont été les plus difficiles à transposer finalement chez l'animal? Ouais, les chirurgies les plus difficiles à transposer chez l'animal, je pense qu'elles sont toujours en voie plus ou moins d'expérimentation ou de développement. C'est la chirurgie du segment postérieur. La chirurgie du segment postérieur qui, encore une fois, nécessite
une formation particulière, qui nécessite une expérience importante pour maîtriser parfaitement la technique, qui est chronophage au point de vue temps chirurgical, et qui nécessite aussi un personnel même d'auxiliaire de santé vétérinaire à sa disposition, et des chirurgies qui peuvent durer vraiment 1 heure ou 2, alors que les chirurgies classiques en médecine vétérinaire, en ophtalmologie, c'est plutôt des chirurgies d'une demi-heure, 1 heure Avec un grand maximum. environnement économique qu'on a du mal à maîtriser maintenant, sauf dans certains pays, et puis des résultats chirurgicaux qui sont plus difficiles à objectiver chez nos patients, hein. Mais globalement, ces discussions sont passionnantes parce que il y a toujours dans la reproduction qu'ont faite les vétérinaires des techniques humaines un certain mimétisme et puis des exemples. Tu parlais tout à l'heure du professeur Pouliquen. Quand j'ai décidé, moi, de me mettre au greffe de cornée dans les années 80, ben, j'ai découvert ça grâce au précis d'Offray et Pouliquen sur la technique de greffe de cornée, notamment la greffe transfixiante, qui était quelque chose de très peu utilisé à l'époque en chirurgie vétérinaire. De même, quand j'ai été convaincu là on est dans la discipline médicale, mais quand j'ai été convaincu de tout l'intérêt qu'il y avait à étudier les maladies héréditaires de l'œil, notamment du chien, j'ai été subjugué dans les années 75-80 par les connaissances que pouvaient avoir, bon, et bien sûr aux États-Unis, déjà de grands noms, mais plus près de nous, connaissances que pouvaient avoir nos amis anglais. Moi, j'allais voir très régulièrement Keith Barnett qui venait au centre hospitalier animal de l'Île-de-France, et j'étais ébloui par ce gars qui connaissait des tas de choses, tout sur tout. Mais je me disais, à côté, on est des nains, on ne connaît rien. Il connaissait toutes sortes de maladies dans plein de races, et on était nous au balbutiement. Donc, il y a toujours eu, oui, une transposition. Et puis maintenant, peut-être que la balance peut tourner un petit peu avec une transposition qui peut être faite de certaines maladies, notamment du chien, qui est une sentinelle, parce que c'est un animal qui vit tellement comme l'homme actuellement. Donc, et en plus, pour les généticiens, c'est un matériel fabuleux parce qu'il est d'utilisation facile. Donc, peut-être un petit retour de balancier qui s'effectue. Mais il y a eu le mimétisme, et puis il y a les exemples, hein. Il y a les hommes qui sont capables non seulement de développer une technique, mais aussi d'entraîner dans leur sillage ce qu'on pourrait appeler des disciples. Donc finalement, l'ophtalmologie humaine a beaucoup inspiré l'ophtalmologie vétérinaire, et c'est aussi grâce à des personnes qu'on a citées ce soir que l'ophtalmologie vétérinaire est là où elle en est actuellement. Mais l'ophtalmologie humaine a pu aussi s'inspirer de l'ophtalmologie vétérinaire. J'ai appris récemment que la cyclosporine, par exemple, avait été initialement en fait développée plus pour l'usage vétérinaire et transposée dans son utilisation humaine. Je ne sais pas si vous voulez m'en parler un petit peu. Au point de vue vétérinaire, oui. C'est quand même une découverte particulière d'une vétérinaire ophtalmologiste américaine, Caswan, qui a eu l'occasion de demander, je crois que c'est au laboratoire Sandoz, de mettre à ses dispositions la cyclosporine dans le but de traiter éventuellement des uvites, mais c'est une molécule qui traverse très mal la cornée. Mais elle s'est rendue compte en effet que cette molécule, à chaque fois qu'elle l'utilisait, s'accompagnait d'une augmentation très nette de la sécrétion lacrymale chez le chien, avec un test Schirmer qui était très amélioré. Et c'est à ce moment-là qu'est partie vraiment d'une façon importante l'indication de la cyclosporine chez le chien dans le traitement des kératoconjonctivites sèches, qui était une affection assez fréquente chez le chien, qui se traitait jusque-là essentiellement par la transposition du canal de Sténon dans les cas les plus graves, et qu'une chirurgie que maîtrisaient assez bien les vétérinaires de notre génération, et qui a complètement disparu de l'exercice professionnel depuis qu'on utilise la cyclosporine. Peut-être qu'il y a encore quelques cas où il faut y recourir, mais c'était quand même beaucoup. Mais dans l'exemple et dans l'affiliation, René Cassoine, c'est vraiment un excellent exemple. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion, Jean-Pierre, de l'écouter en conférence. Elle n'était pas brillante, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. En revanche, quand elle écrivait, quand tu lisais ses articles, c'était lumineux, notamment en matière de physiopathologie, où elle avait déjà à peu près
à peu près, si j'ose plus que dégrossi, elle avait à peu près défini tout ce dont on dispose actuellement pour expliquer, l'efficacité de ces immunomodulateurs. Et ça, c'était les années 90. Ouais, ça a été la spécialité en fait est sortie en 1994. Et jusque-là, on utilisait des préparations pharmaceutiques. Et on essayait timidement de l'utiliser chez l'homme, où on enviait ce qu'on pouvait faire chez le chien. Moi, à l'époque, j'allais très très souvent dans un service d'ophtalmologie humaine, chez moi à Clermont-Ferrand, où Madame Rigal, qui était quand même une grande spécialiste de la cornée, était admirative de ça, parce qu'ils avaient de très très grosses difficultés en humaine à imposer ce type de préparation topique qui était complètement hors des clous en termes d'autorisation et d'usage. Et toujours dans cette relation entre ce concept d'une seule santé, entre l'humaine et le vétérinaire, il y a aussi des pathologies, des modèles en fait de pathologies héréditaires. Je pense surtout en pathologie rétinienne, qui sont transposées. Tu parlais, Gilles, tout à l'heure d'animaux sentinelles. Il y a des pathologies comme ça qui sont comment dire traitées, où il y a eu des essais thérapeutiques chez l'animal avant de pouvoir passer chez l'humain. Oui, oui, bien sûr. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le chien est un exemple unique, hein. Il y a actuellement près de 400 races de chiens. Chaque race est un isolat génétique et une mutation est pratiquement, notamment en pathologie rétinienne, responsable d'une maladie. Alors que chez l'homme, ce n'est pas le cas. On a dans ces maladies plusieurs mutations qui sont impliquées. Donc, c'est extrêmement facile de suivre les choses. Les mutations sont des mutations identiques. C'est extrêmement facile de suivre les choses. C'est extrêmement facile de constituer des familles. Ce qu'on a beaucoup de mal à faire, sauf dans certaines populations chez l'homme. Et là, le chien est un modèle d'étude absolument incomparable. On parlait tout à l'heure de greffe de cornée. Comment s'est organisé finalement ce système de greffe de cornée? Parce qu'à la différence du domaine vétérinaire, en humaine, il y a des banques de cornée, des choses comme ça. Comment est-ce que ça s'est mis en place? Les premières banques de cornée se sont mises en place dans les années 80. Ben oui. Oui, oui, on connaît. J'ai connu la mise en place de la banque de cornée à Clermont-Ferrand. Oui. Marty, tu as pu venir. Ouais. Tu vas assister à ma toute nouvelle expérience, la plus importante de ma vie, le couronnement de toute ma carrière. Oh bah, on dirait une DeLorean, non? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Toutes les questions recevront une réponse. Filme, et D'accord. on commence. Oh, Doc, vous vous êtes déguisé en C'est cosmonaute? pas le moment, c'est pas le Ah bon, moment, d'accord. on n'a pas le temps. Allez. Et aujourd'hui, en technique de greffe cornéenne en vétérinaire, est-ce que finalement ces techniques de greffe se sont inspirées de l'humaine, ou est-ce que ce sont plutôt des techniques d'adaptation finalement qui s'inspirent, on va dire, des techniques de suture, de kératectomie, etc., mais qui ont finalement leur développement propre en vétérinaire qui est différent à cause des conditions qu'on vient de citer avant, par exemple la capacité de stocker des greffons, des choses comme ça, parce que finalement aujourd'hui il y a plus grand monde finalement qui va faire de la greffe de cornée fraîche en vétérinaire. Bon, en fait, je crois qu'on peut considérer essentiellement que du fait de la difficulté d'avoir des donneurs en médecine vétérinaire qui soient à sa disposition immédiatement en l'absence de banque de cornées, et que les cornées qui étaient conservées par le froid, c'était pas non plus l'idéal, et encore fallait-il trouver des donneurs, ce qui fait que se sont beaucoup plus développées des greffes qu'on appelle cornéennes, mais qui sont en fait des greffes de biomatériaux le plus souvent, des chirurgies avec des greffes conjonctivales, ça aussi. Mais il y a une greffe, par contre, qui est une greffe que j'ai pratiquée beaucoup et qui concerne la cornée, c'est une greffe lamellaire, avec l'auto-prélèvement sur la cornée, le déplacement de ce prélèvement lamellaire dans une partie de perte de substance cornéenne, et qui fonctionnait très très bien chez le chien et qui continue à être utilisée. Et il y a aussi des transpositions cornéosclérales de déplacement de la cornée qui permettent de combler des déficits de la structure cornéenne. Et la différence fondamentale entre nos deux disciplines, finalement, c'est un peu ton dada aussi, Maxime, c'est la chirurgie réfractive. Aujourd'hui, en vétérinaire, on est un petit peu limité sur cette partie-là, mais est-ce que ça serait pas une des pistes de l'évolution? Parce qu'on est dans l'histoire, on n'est pas que dans le passé, on est peut-être aussi dans l'avenir, dans ces techniques-là. Donc je sais pas, les uns les autres, quelle est votre perception là-dessus? Bah, ça me semble, ça me semble compliqué, mais je suis pas de réaliser des traitements réfractifs, cornéens en tout cas. Après, c'est une question peut-être que je t'avais posée lors
notre podcast, c'était le choix de la puissance de l'implant lors d'une chirurgie de cataracte, hein. Je me souviens plus vraiment comment vous choisissez la puissance de l'implant, mais est-ce que vous arrivez à optimiser le résultat réfractif en calculant une puissance d'implant lorsque vous faites des chirurgies de cataracte? Parce que c'est le début de la chirurgie réfractive, hein, la chirurgie du cristallin. Oui, mais en fait, il n'y a pas de choix individualisé de la puissance d'un lapin chez le chien. Il y a une moyenne qui a dû être faite à l'époque. D'ailleurs, c'était le travail de Jacques Guédon dans la poursuite de la mise au point de la phacoemulsification avec Serge Rosolène. Ils ont établi donc là une puissance moyenne idéale de 41 dioptries et on est toujours en gros resté sur ce type de cristallin chez le chien sans adaptation personnalisée, enfin, en fonction de l'animal, quoi. Ouais, le début de la Là, il y réfractive. aura peut-être du progrès à faire, Ouais, ça c'est ça sûr. peut être dans ce domaine avant même de parler de chirurgie réfractive au laser comme on pratique, en ophtalmologie humaine, oui. Adapter l'implant, si ça peut avoir un sens et un intérêt. On a plutôt des choix d'implants en fonction des dimensions du sac cristallinien plus qu'en fonction de la puissance dioptrique du cristal artificiel. Alors que nous, il y a une taille unique ou presque, hein. Au niveau dimension, il n'y a pas trop de variations. Et là aussi, on a vu les choses évoluer. Je me souviens, j'allais assez fréquemment à l'hôpital de la Timone. C'était Saraco qui était à l'époque chef de service. C'était les années 85, ça. Et il y avait dans le port de Marseille le bateau sur lequel Fiedorov, le chirurgien russe, opérait ses patients avec la keratétomie radiaire qu'il pratiquait à la chaîne. C'était une autre époque, ça aussi. Et sur l'évolution des techniques, on a parlé des greffes de cornée, mais il y a aussi les greffes endothéliales qui sont un vrai sujet en pratique vétérinaire, des chirurgies où il y a des équipes australiennes qui ont montré l'intérêt de cette chirurgie. Il y a des Français qui commencent à essayer de s'y mettre, mais pas forcément une technique évidente. Est-ce qu'il y en a un qui peut nous expliquer un petit peu les limitations finalement de ces greffes endothéliales? Moi, j'ai vu simplement pratiquer des chirurgies, en effet, par des vétérinaires ophtalmologistes australiens, mais je n'ai pas l'expérience du tout de ces techniques et je ne pense pas qu'il y ait grand monde en France qui, jusqu'à présent, ait développé cette technique qui est en fait très séduisante parce que l'œdème cornéen chronique par déficit endothélial, c'est quand même une des affections assez fréquentes de l'animal, surtout parmi les animaux âgés. Et ce serait pouvoir vulgariser ces techniques, la rendre beaucoup plus accessible, ce serait certainement un très grand progrès en pathologie oculaire. Ça reste peut-être un des domaines dans lesquels il y a un manque de solutions et pour lequel il y aurait un progrès qui serait tout à fait important vis-à-vis des chiens pour les propriétaires. Oui, et là on a. Moi, j'ai aucune expérience non plus, mais on a beaucoup à creuser parce que quand on voit ce déficit endothélial dit sénile lié à l'âge, il est particulièrement présent dans certaines races et l'âge d'apparition et la vitesse d'évolution est très différente en fonction des races, hein. On a des teckels qui vont avoir leur déficit endothélial qui commencera à les gêner vers l'âge de 6 ans, 7 ans et qui vont rester parfaitement voyants jusqu'à l'âge de 10 ans parce que ça ne va pas bouger. Et dans d'autres races, comme le Chihuahua, comme chez le Boston Terrier, c'est quelque chose qui va apparaître souvent plus tôt, vers l'âge de 5-6 ans, et qui va très vite se traduire par des édèmes monstrueux généralisés avec des bulles épithéliales qui éclatent, qui sont extrêmement douloureuses. C'est des tableaux cliniques vraiment désastreux. Et je rajouterais que dans les limites de l'application des techniques humaines en médecine vétérinaire, c'est qu'on n'a pas la coopération du patient. Et si je me souviens bien, dans les suites de la greffe endothéliale, le patient doit pendant quasiment 24 heures rester dans une position tout à fait particulière, allongé sur le ventre, de façon à favoriser l'application de ce greffon endothélial sur le stroma cornéen ou sur la membrane de Descemet. Et c'est quelque chose qui, finalement, ce serait certainement difficile à compenser cette absence de possibilité en médecine vétérinaire. Oui, alors ça dure un petit peu moins longtemps que 24 heures, hein. C'est aujourd'hui quelques heures, oui, il faut qu'il soit allongé sur le dos. Alors l'utilisation de gaz permet d'avoir une bulle dans la chambre antérieure qui va durer aussi plus longtemps et qui peut permettre la réapplication du greffon si la position n'est pas forcément bien tenue. Je parle de gaz donc différent de l'air, hein, évidemment.
les SF6, voilà. SF6, oui, oui. SF6 qu'on utilise, pour la chirurgie du ICF4, segment SF6. postérieur. Mmh. Oui, mais c'est vrai que, avec les animaux, il faudrait les garder longtemps dans une position fixe et j'imagine bien que c'est impossible. Un peu con. Anesthésie pendant À moins quelques heures. c'est ça, de maintenir l'anesthésie générale. Et C'est si ça. c'est quelques heures, c'est peut-être envisageable, hein. Mais après, je sais pas si l'adhérence se ferait bien chez les chiens. C'est un sujet intéressant et passionnant. Bon voyage, Einstein. Attention à ta tête. Donc on a vu qu'il y a eu des progrès techniques sur la durée, mais il y a aussi une structuration académique qui s'est organisée dans le domaine vétérinaire, d'abord outre-Atlantique et ensuite en Europe. Quel a été l'impact finalement de la création de grands collèges européens ou américains sur la reconnaissance de la structuration de notre discipline? Ça a été fondamental et ça a commencé par les États-Unis, où s'est développée l'ophtalmologie vétérinaire dans les années 50, assez rapidement. En 1957, ils ont créé la Société américaine d'ophtalmologie vétérinaire, et avec de plus en plus de vétérinaires qui s'intéressaient à la spécialisation dans cette discipline. Petit à petit est venue l'idée, et c'est l'association américaine, l'AFMA, l'American Veterinary Medical Association, qui a souhaité que dans chaque université, il y ait donc un vétérinaire ou deux vétérinaires qui se spécialisent en ophtalmologie, qui consacrent l'essentiel de leur temps professionnel dans cette discipline. Et puis à partir du moment où dans chaque université il y avait des personnes qualifiées, ils ont pu développer les résidanats. Et c'est ainsi que petit à petit s'est créé, s'est monté le collège américain d'ophtalmologie vétérinaire, avec au départ, je crois qu'il y avait 24 vétérinaires qui ont été des fondateurs du collège européen américain d'ophtalmologie vétérinaire, et par des systèmes de résidanat sur 3 ans, des examens qui étaient passés en fin d'études, se sont multipliés aux États-Unis le nombre de vétérinaires ophtalmologistes, et ça a été un élément important de la création de la spécialisation, qui a été contestée à un moment donné, puisqu'il y a même eu 4 vétérinaires qui ont mis en cause les spécialistes et le collège européen vis-à-vis de la loi antitrust, qui ont été déboutés par la justice. Donc ça a définitivement en fait imposé la discipline ophtalmologique vétérinaire aux États-Unis. Et le collège européen s'est construit exactement de la même manière, avec un recul de plus de 30 ans, puisque notre collège, c'est 1992, hein, Jean-Pierre? 92, ouais, c'est ça. Et en fait, il y a quelque chose qui est intéressant à voir, c'est que ça a été académique quand même aux États-Unis, alors qu'en Europe, on a voulu créer ce même type de collège. Et il y a eu un rapport qui était le rapport Thomas, qui en fait n'a pas finalement abouti, parce que tout ce qui était éducation, tout ce qui était enseignement, c'était du domaine de la subsidiarité au niveau européen, et on ne pouvait pas créer quelque chose de commun dans ce domaine-là. Et le collège européen s'est monté sous forme d'une association professionnelle, mais c'était en fait un miroir malgré tout de ce qui s'était organisé aux États-Unis. Oui. Et en France, au moins pendant un certain temps, quand on était diplômé du collège européen, on ne pouvait pas se prévaloir de ce titre. On pouvait au mieux le mentionner sous nos ordonnances en disant que nous étions membres du collège européen, comme on aurait pu être membre de toutes sortes de sociétés savantes. Et les titulaires du diplôme du collège européen, pendant un certain nombre d'années, étaient tenus de satisfaire aux épreuves du DESV par la voie de la validation des acquis de l'expérience. Oui, le terme qui était utilisé, c'était de dire qu'il était outrecuidant de se prévaloir d'un diplôme européen. Oui, bon. Outrecuidant, c'est ça. C'était le terme ordinal. Oui, ça permet en fait de rappeler les difficultés que pendant une bonne vingtaine d'années, les ophtalmologistes vétérinaires, et puis aussi ça s'est produit dans d'autres spécialités, que ce soit la chirurgie, la dermatologie ou autre, la mise en place des spécialités n'a pas été
un long fleuve tranquille, hein. Parce que quoi? Parce qu'en fait, il y avait une opposition entre les organismes déjà présents au niveau national et ces collèges européens aux collèges américains? Non, non, c'est parce que je pense qu'il y avait une certaine défense de l'activité vétérinaire généraliste qui ne souhaitait pas le développement des spécialités et que c'est petit à petit, c'est pour ça que lorsqu'on a développé des activités spécialisées, on restait relativement limité parce que pour se voir référer des cas, il fallait que le vétérinaire qui vous réfère un cas soit absolument sûr qu'il ne va pas y avoir de perte de clientèle, de dérive à travers d'autres consultations que l'ophtalmologie. La profession vétérinaire étant une profession réglementée en France, c'est à la fois un avantage, mais aussi un frein qui peut être considérable à certaines évolutions. Et en humaine, Maxime, je dirais cette partie académique, vous, c'est assez simple finalement. En fait, il y a un tronc commun où on est médecin, et après on part dans une spécialité avec un internat, et ensuite on peut aller de plus en plus loin, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est assez fléché, assez simple, hein. Il y a le concours de l'internat, puis le choix d'une spécialité. Alors, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, je pense, on choisissait chirurgie et ensuite en fonction, des possibilités de stage, si on avait validé un nombre de stages suffisant avant, il me semble, la fin de la deuxième année de l'internat, on pouvait prétendre à une spécialité, précise, en fait. Donc c'était pas toujours aussi fléché, en fait. Il y avait chirurgie, médecine et en fonction de nos stages et qui étaient choisis en fonction du classement à l'internat, on pouvait prétendre à une spécialité. Aujourd'hui, actuellement, les internes choisissent, immédiatement leur spécialité, en fait. Donc, oui, vous choisissez ophtalmologie, vous faites votre cursus d'ophtalmologie. Oui, c'est assez simple et assez fléché. Aujourd'hui, quelle place vont occuper des formations, on va dire, dites alternatives au niveau national, puisqu'on a un peu deux courants, on va résumer finalement sous l'ophtalmologie, entre l'école de Toulouse et l'école d'Alfort, dont ben, mes chers intervenants Gilles et Jean-Pierre sont respectivement je dirais élus, mais issus. Ils proposent donc des formations qui sont le CES, le DE d'ophtalmologie, qui propose à des vétérinaires généralistes d'obtenir une formation complémentaire. Quelle est sa place en fait aujourd'hui, quelle est la place de ces diplômes, ou plutôt de ces formations au sein du paysage de vétérinaires spécialistes? On peut considérer en fait qu'il n'y a pas suffisamment d'offres de la part des écoles vétérinaires pour proposer à des jeunes vétérinaires qui souhaiteraient se spécialiser en ophtalmologie, et on pourrait certainement former davantage de vétérinaires dans la spécialité, mais pour l'instant ça reste limité d'abord à 2 écoles vétérinaires, parce qu'il n'y a que 2 écoles vétérinaires qui ont la chance d'avoir un enseignant dans la spécialité ophtalmologique, à savoir l'école vétérinaire d'Alfort et l'école vétérinaire de Toulouse. Maintenant, le passage obligé, c'est le DESV, donc le diplôme d'études spécialisées vétérinaires en ophtalmologie. Le plus souvent, quand cela est possible, c'est-à-dire lorsque le mentor a lui-même un diplôme européen, le jeune vétérinaire qui cherche à être diplômé passe à la fois les épreuves du DESV d'ophtalmologie vétérinaire et, si possible, les épreuves du Collège européen d'ophtalmologie. Malgré tout, du fait de l'absence d'un nombre suffisant de formations possibles à la spécialité, et comme il existe les premiers niveaux de spécialisation en ophtalmologie, le DE d'Alfort ou le CS d'ophtalmologie de Toulouse, ça donne l'opportunité à ces jeunes vétérinaires de se former en ophtalmologie. Et on voit malgré tout, actuellement, j'ai pu le constater à l'occasion d'une inauguration récemment, des diplômés de l'école d'Alfort, et ça doit exister aussi pour des membres diplômés du CS d'ophtalmologie de Toulouse, qui, par leurs compétences, par leur expérience, qui par leur travail personnel, finissent par avoir un exercice spécialisé d'ophtalmologie, avec même un exercice exclusif d'ophtalmologie. On est en 2015 ? Vous voulez dire qu'on est dans le futur ? Le futur? Mais de quoi tu parles? Comment veux-tu qu'on soit dans le futur? Et
Comment s'articule la transmission entre formation universitaire, collège et association nationale? Puisqu'il existe aussi, différentes associations. C'est un peu la particularité un peu franco-française d'avoir, la Sphérov, la FOV, le Gémeaux, qui vont justement en fait, pas se concurrencer je dirais, mais dans une saine progression, un peu s'émuler mutuellement et je dirais quelle est la place des uns et des autres finalement dans ce paysage, vétérinaire ophtalmologue? Il y a le poids de l'histoire, hein. Le poids de l'histoire, et qui se traduit par une exception ophtalmologique dans la spécialisation en France, c'est que nous sommes la seule discipline à avoir un conseil d'orientation et de formation pour l'instant, puisque seul le DSV d'ophtalmologie perdure. Dans les autres disciplines, c'est terminé, ça n'existe plus. Et pourquoi perdure-t-il? Parce que il est l'héritage de la formation d'ophtalmologie qu'avait mise en place M. Escure à Toulouse, qui a été prolongée par Araignée, puis maintenant par Jean-Yves Douai, qui sont en dehors du circuit européen, du circuit collège. Voilà. Donc, on a la Sphérov, qui est une émanation du CES, la FOV, qui est une émanation du diplôme d'Alfort, et comme le disait Jean-Pierre, bon, on a des, des, des sociétaires ou des adhérents de ces sociétés qui font des travaux absolument remarquables parce que par leur expérience personnelle et par leur travail, ils ont acquis un niveau d'ophtalmologie important, mais on est en dehors d'une spécialité formellement encadrée. Et dans le domaine humain, en humaine, c'est pareil, il y a des associations qui sont créées. Toi, par exemple, tu es à la Saphir. Il y a combien d'associations qui vont gérer, finalement les activités des ophtalmologues? Nous, la société savante, principale, c'est la Société, française d'ophtalmologie, la SFO, qui est vraiment la société, la plus importante pour nous. Et après, se sont déclinées autant de sociétés, savantes qu'il y a de, sous-spécialités. Et il y a même parfois plusieurs dans une même sous-spécialité. Donc il y a des grandes associations, des grandes sociétés. Donc pour la chirurgie réfractive, il y a la Saphir, vous en avez la Société française de rétine, il y en a bien d'autres. Donc il y a ces sous-sociétés, alors sous n'étant pas péjoratif, mais bien des associations, des sociétés pour des sous-spécialités. Elles sont assez nombreuses. Il y en a également pour le glaucome. Enfin, dans chaque sous-spécialité, il y a une société savante C'est une spécifique. grande force, hein, la SFO est quand même une création auvergnate, puisque c'est Paul Chivray qui l'a créée à la fin du 19e siècle. Et elle a l'avantage d'unir, à l'époque ce n'était pas le cas, mais maintenant, de réunir, de chapeauter toutes les forces vives de l'ophtalmologie. C'est ce dont on ne dispose pas en ophtalmologie vétérinaire, où déjà nous sommes beaucoup plus petits numériquement et où nous sommes fragmentés, autrefois un peu comme les tribus gauloises, et maintenant, bon, il faut dire que les rapports sont nettement plus fluides entre ces différentes sociétés, mais c'est tout de même un handicap. Alors, il y a quand même deux types de sociétés. Il y a la Sphérov et la FOV qui sont plus destinées aux vétérinaires déjà un peu spécialisés ou spécialisés dans la discipline. Et puis il y a le Gémeaux qui est plus destiné à diffuser les connaissances auprès des vétérinaires généralistes. Et ça, c'est très important aussi, hein. Ça fait partie du rôle des vétérinaires spécialistes que de diffuser les connaissances et améliorer l'exercice avec des bonnes pratiques chez le vétérinaire généraliste. Et ça, c'est un peu plus la motivation et l'objectif des participants et des membres du groupe d'études des maladies oculaires de l'AFVAC que des associations type Sphérov ou AFOV. Oui, mais la force de ce groupe, c'est d'être justement structuré et chapeauté par une association importante, hein, avec plus de 3000 adhérents, et on a des possibilités de fonctionnement et de diffusion de la formation complémentaire qui sont extrêmement intéressantes, qu'on ne retrouve pas dans d'autres structures.
Dans les années 80, M. Lescure avait créé la Société française d'ophtalmologie vétérinaire, qu'il aurait vu d'un assez bon œil, et c'était une bonne idée, évoluer comme la Société française d'ophtalmologie humaine. Non, parce qu'en fait, il y avait d'une part l'école d'Alfort avec Bernard Clerc, d'autre part l'école de Toulouse avec Francis Lescure, et qu'il y en avait un qui avait une orientation quand même relativement française, qui était Francis Lescure, qui a été quand même à l'origine de l'European Society of Veterinary Ophthalmology, mais qui n'a pas voulu du tout s'orienter vers ce que j'aurais souhaité, d'ailleurs un deuxième niveau de spécialisation vétérinaire en France au sein de l'école vétérinaire de Toulouse, et qui a laissé en fait ce développement se faire via le Collège européen, sous l'impulsion de Bernard Clerc, qui a été un membre fondateur du Collège européen et qui a eu même la responsabilité de la présidence de l'European College assez rapidement. Donc c'est à ce moment-là que s'est faite une certaine scission et que on a perdu la chance d'avoir une certaine unité au sein de la profession des vétérinaires. Toujours en parlant de formation, on parlait d'organismes comme le Gémeaux qui s'occupait un peu plus de former des généralistes. Quand on est du point de vue des étudiants vétérinaires, bon, j'ai l'occasion d'en rencontrer régulièrement qui viennent en stage dans ma structure. C'est quoi finalement la place de l'ophtalmologie vétérinaire pour les jeunes vétérinaires qui sont pas encore sortis d'école? Est-ce que finalement la densité, le volume d'enseignement est suffisant pour leur faire affronter une pratique qui est, je crois, le quatrième ou cinquième motif de consultation en pratique généraliste? Ouais, mais je pense que le problème de l'ophtalmologie dans l'exercice professionnel, c'est que même quand vous avez une clientèle générale, enfin, tu as parlé du cinquième ou quatrième ou cinquième motif de consultation. Je pense que malgré tout, les cas d'ophtalmologie ne sont pas suffisamment nombreux, même dans une importante clientèle générale, pour que le vétérinaire puisse développer une compétence suffisante sur la base de sa seule clientèle. Et en plus, vis-à-vis de l'ophtalmologie, il y a quand même une certaine réticence de bien des vétérinaires qui n'ont pas l'expérience suffisante vis-à-vis de la responsabilité par rapport à une éventuelle complication, perte de chance et donc aussi perte de vision de l'animal, et qui sont contents de pouvoir disposer de vétérinaires auprès desquels référer dans les meilleures conditions possibles et garantir finalement le traitement plutôt que de s'aventurer dans des traitements mal maîtrisés. Est-ce que finalement, la perspective, alors on parle d'évolution matérielle et choses comme ça, est-ce que la vraie évolution, ça serait pas plutôt de sensibiliser les générations, à, comment dire, savoir mieux référer, même en humaine? C'est quoi ton avis, toi, là-dessus, Maxime? Bah, c'est déjà un petit peu le cas, hein, comme, il y a de nombreux, sous-domaines de l'ophtalmologie, bah, on a tous tendance à avoir une certaine spécialisation, et lorsque l'on n'est pas, habitué à certaines pratiques ou à certaines chirurgies, on réfère facilement, ouais. Il y a peu d'ophtalmos qui, réalisent aujourd'hui des chirurgies, du segment antérieur, jusqu'au segment postérieur, hein. Ça arrive encore, mais c'est extrêmement rare. Ou dans certaines régions où il y a peu d'ophtalmologistes, ça arrive encore, où là, c'est plus un chirurgien qui doit un petit peu tout gérer, mais dans les, grandes métropoles aujourd'hui, on réfère facilement, ouais, sans trop de difficultés. Moi, chez les vétérinaires, en fait, j'ai l'habitude de parler en fait du fait que nous sommes des généralistes de l'ophtalmologie vétérinaire. Et Gilles, c'est quoi ton point de vue là-dessus, toi, sur finalement aujourd'hui, est-ce qu'il vaudrait pas mieux aussi plus sensibiliser les praticiens généralistes, ceux qui sont en première ligne? Par exemple, je pense à un syndrome qu'on appelle le syndrome brachycéphale chez nous. Si seulement on pouvait convertir un peu tous ces vétérinaires à orienter un peu mieux les éleveurs, à orienter un peu mieux les propriétaires primo-accédants, par exemple, qui vont acquérir un bulldog, et un peu les guider un peu mieux pour éviter les complications liées à des troubles anatomiques de ces animaux? C'est un vaste problème parce que là, je pense que le rôle du vétérinaire, il n'a pas besoin d'être ophtalmologiste pour ça. C'est effectivement de conseiller l'éleveur. C'est effectivement d'intervenir. Je pense que tout club de race devrait avoir un ou deux vétérinaires en son sein pour éviter les excès de la sélection que l'on rencontre actuellement dans ces races brachycéphales, et pas seulement au point de vue oculaire, également au point de vue respiratoire, au point de vue cutané. Ce sont de pauvres chiens, infirmes, à un point tel que dans les pays d'origine de ces standards, par exemple les Anglais,
ont vraiment convenu du fait qu'il était temps de modifier le standard du bulldog anglais, dont on a été obligé de rallonger le nez. Hein, ça, c'est... Donc là, je pense que le rôle du vétérinaire, ophtalmologiste ou non, il est essentiel. Hein, et je pense que développer l'ophtalmologie de ces races, ça a quelque part un côté difficile à défendre sur le plan moral. Tout à l'heure, on parlait de la spécialisation, voire même de l'hyperspécialisation. Quelles sont finalement les forces et les limites de cette hyperspécialisation? Je verrais surtout les forces, hein, parce que on rend des services aux propriétaires de ces animaux qui ne pourraient pas l'être par leur vétérinaire généraliste ou de famille. Donc ça, c'est très important de disposer de centres référés d'ophtalmologie, que ce soit des centres référés individuels d'un, deux ou trois vétérinaires associés, et bien qu'ils travaillent dans une structure beaucoup plus importante comme un centre hospitalier vétérinaire, où ils ont l'avantage d'être en relation facile avec des spécialités affines comme l'imagerie médicale ou la neurologie, et qui donnent un certain confort aux vétérinaires. Et d'une façon générale, les jeunes générations ont tendance à rechercher cet exercice en milieu hospitalier. C'est un exercice qui est confortable, qui est sécurisant, qui est générateur de progrès, mais n'oublions pas qu'avant d'être ophtalmologiste, il faut être médecin et il faut faire un examen complet de son patient, enfin pour les vétérinaires. Hein. Il faut faire un examen complet de son patient et dont on retire souvent un nombre de bénéfices considérables. On s'aperçoit surtout qu'on en retire des inconvénients si on ne l'a pas effectué correctement. On a parlé d'une vision un peu historique et actuelle de l'ophtalmologie. Quels vont être finalement les nouveaux paradigmes, les évolutions pour vous, en fait, dans chacune de vos disciplines? Maxime, c'est quoi, toi, pour l'ophtalmologie quand tu seras en pré-retraite dans, dans une vingtaine, trentaine d'années? C'est très difficile, à prédire parce que l'évolution des technologies est tellement rapide aujourd'hui et que, je vais avoir du mal à te répondre. Parce que quand j'ai commencé mon internat, les OCT, c'était le début. Il y avait des OCT en time domain, maintenant il y a des OCT en spectral domain. Ça évolue tellement rapidement, que je vais avoir du mal à te répondre. Et quand on voit la rapidité avec laquelle l'intelligence artificielle évolue aujourd'hui, je me demande si dans 30 ans, je vais encore servir à quelque chose. Donc, c'est j'espère encore servir à quelque chose dans 30 ans. Mais c'est oui, mais j'ai peur qu'on soit rapidement dépassé dans de nombreux domaines. Alors, il y a encore la partie technique, hein. Les robots, ils sont pas encore prêts à nous remplacer, pas encore, mais quand on voit, notamment ce à quoi vous faisiez référence avec la société, Keranova. Hem, et effectivement, il y a bientôt la place du chirurgien va être de plus en plus limitée pour certaines procédures qui vont être en partie automatisées, hein. Ça risque d'arriver, en tout cas, il y Mais a en des soi, recherches dans ce est-ce que sens. c'est problématique ou Donc, finalement c'est porteur plutôt, d'ambition? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont pas accès à ces soins. En fait et ben, tu sais très bien, enfin Camille Rambeau, avec qui tu animes le podcast, qui est, très impliqué aussi, là-dedans, en fait, qui va faire des chirurgies, de cataracte, dans des pays éloignés où ils ont pas accès aux soins. oui. Ah oui, non, mais c'est certain que, au niveau mondial, c'est encore différent de ce qui peut se passer en France. C'est vrai qu'il y a des structures et des peu développées, notamment où Camille Rambeau se rend en Afrique, où il y a un ophtalmologiste ou 2 dans un pays, hein, on est à ce niveau-là. Donc s'il y a des, systèmes automatisés et qui sont développés, qui permettent d'opérer de la cataracte, facilement des patients, en grand nombre, bien sûr, ce sera profitable pour tous ces patients, hein, oui. Oui, le progrès va, je pense, améliorer, cette prise en charge, au moins de la cataracte qui est la première cause, une des premières causes de cécité, hein, dans ces pays, hein, tout encore aujourd'hui. Et Gilles et Jean-Pierre, vous voyez comment, en fait, finalement, la position des ophtalmologistes vétérinaires à terme? Est-ce que le vétérinaire généraliste, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, regardera encore des yeux ou tentera encore de soigner des yeux? Ou finalement, ce sont les ophtalmologistes qui vont tout soigner et tout gérer? Ouais, moi, je pense pas du tout qu'on puisse suppléer
dans tous les cas, les examens oculaires et les traitements oculaires. Je pense que le généraliste, sous l'impulsion des vétérinaires spécialistes, devrait voir augmenter ses compétences et surtout ses capacités à référer. Mais donc, il faut qu'il soit absolument partie prenante dans les soins oculaires. Et ça, en plus, l'examen oculaire, c'est une très bonne discipline d'une façon générale. Compte tenu de la rigueur avec laquelle il faut faire cet examen. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'avenir encore pour les vétérinaires praticiens, même les spécialistes. On parlait tout à l'heure de nécessité d'améliorer les traitements d'œdème cornéen, de déficience endothéliale. Il y a beaucoup de progrès à faire en matière de chirurgie du segment postérieur. Et puis il y a un domaine aussi dans lequel, qui est un domaine plus médical, mais celui des cécités subites, celui des maladies immunitaires de la rétine, des maladies immunitaires, des méningoencéphalomyélites et autres granulomateuses, tout un tas d'affections qui ne sont pas bien identifiées et pour lesquelles il peut y avoir des progrès fulgurants dans tous les traitements anti-interleukines et autres, avec une meilleure identification des différentes affections qui sont en cause. Alors effectivement, ça, tout à fait d'accord avec ça, mais ces progrès techniques qui vont permettre d'avancer là-dedans, il faut à la fois les suivre, mais aussi les maîtriser. Moi, je suis à mon corps défendant, sur ma fin d'exercice, devenu une espèce de sous-spécialiste, puisque je faisais pratiquement que de travail concernant les maladies héréditaires, et je m'aperçois avec les possibilités de séquençage qui existent actuellement, on va à une vitesse qu'on n'aurait jamais soupçonnée il y a 10 ans, il y a peut-être même 5 ans, mais qu'il faut quand même raison garder et rester médecin, parce que on voit dans les publications de référence des études où l'étude clinique est vraiment réduite à portion congrue, et seule l'étude génétique et le séquençage et la mise en évidence de variants comptent à un tel point que dans certaines races, on décrit des maladies, on décrit des variants qui sont pathogènes, mais on ne sait pas s'il y a vraiment des chiens qui sont atteints. Donc c'est tout de même un équilibre difficile et qu'il faudra prendre soin de bien garder. Eh ben, je crois que c'était le mot de la fin. En tout cas, un grand merci à vous trois pour vos paroles à la fois précises, justes, et je pense moi j'ai pas vu le temps passer en fait de l'heure passée ensemble. Et ben en tout cas, un grand merci parce que vous êtes Jean-Pierre et Gilles, je dirais les deux cerbères entre guillemets de l'ophtalmologie vétérinaire. Merci en tout cas pour vos connaissances, votre accessibilité et votre partage. Et Maxime, c'était vraiment sympa en plus d'interagir à trois dessus en fait sur des sujets finalement qui se reflètent, qui se ressemblent. Donc merci à vous trois et à très bientôt. Merci de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à noter et partager cet épisode si vous l'avez trouvé intéressant. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de L'Œil au Clébard. D'ici là, prenez soin de vous et des yeux de vos compagnons à quatre pattes. Au revoir.